l'objectif de vous permettre de maîtriser les différentes techniques de calcul et de déclaration des différents impôts et aussi de vous permettre de prendre conscience de l'importance de la dimension fiscale dans le processus de prise de décision dans l'entreprise. Je m'explique. La fiscalité, bien sûr, c'est un ensemble de techniques qui nécessitent des prérequis. Ces prérequis-là, vous les avez eus à travers un certain nombre de modules que vous avez étudiés auparavant, notamment des prérequis en matière de comptabilité générale, en matière de comptabilité de société, en matière de droit de société. Parce qu'à chaque fois qu'on sera amené à évoquer un sujet ou une notion, il va y avoir un rappel de concept que vous avez déjà vu dans les modules passés. Maintenant, la dimension fiscale, c'est une dimension qui est importante dans l'entreprise, dans le sens où elle permet de, je dirais, de prémunir l'entreprise contre un certain nombre de risques qui peuvent être, je dirais, encourus. Et à ce titre-là, dans les grandes entreprises, il y a carrément une fonction de fiscaliste qui joue le rôle de bienveillance sur le plan fiscal, qui va vérifier que les différentes opérations qui sont réalisées par l'entreprise sont conformes sur le plan fiscal. Sinon, dans les petites et moyennes entreprises, généralement, ce rôle-là, il est, je dirais, occupé par le chef comptable, par le responsable financier ou par le directeur financier. Donc, en termes de référence, contrairement en termes de référence documentaire et bibliographique, bon, contrairement à différents modules pour lesquels on va vous lister un certain nombre d'ouvrages de référence pour vous permettre d'enrichir et de compléter les enseignements que vous allez voir en cours, la particularité de la fiscalité, c'est qu'il s'agit d'une discipline qui est en perpétuel mouvement. Et donc, à chaque fois, il va y avoir des à chaque fois, il va y avoir de nouveautés. Et donc, si je vous renvoie vers un ouvrage de fiscalité, bien sûr, nul ne doute de la compétence des auteurs d'ouvrages sur certains, je dirais, certains auteurs je dirais, qui ont une autorité sur le marché. C'est des fiscalistes, c'est des experts comptables. Mais un ouvrage de comptabilité, c'est comme un bilan dans le domaine de la comptabilité générale. Cet ouvrage-là, il est valable au moment où il a été édité, l'année pendant laquelle il a été édité. Pourquoi? Parce que la fiscalité, elle bouge, elle est modifiée à chaque année presque. Il faut noter que je dirais, la discipline de fiscalité est alimentée chaque année par les textes émanant des dispositions fiscales de la loi de finances. Et donc, chaque année, parallèlement à la loi de finances où l'État anticipe ses recettes et ses dépenses, elle produit ce qu'on appelle les dispositions fiscales qui vont accompagner la réalisation du budget de l'État. Et donc, il va y avoir des tarifs nouveaux, des taux d'imposition nouveaux, des personnes assujetties ou des personnes exonérées. Et donc, tous ces changements-là font que ça va être en perpétuel mouvement. Et c'est pour ça, je vous recommande en premier lieu le Code général des impôts, le CGI. Et là aussi, je vous recommande le CGI de 2019. D'accord? De 2019-2020. D'accord? Là, on est en 2020, donc c'est le CGI de 2020. D'accord? Dans peu de temps, une fois la loi de finances va être, je dirais, stabilisée, votée définitivement, publiée dans le bulletin officiel, on va voir de façon définitive les dispositions fiscales au titre de la loi de finances de 2021. Et donc, à ce titre-là, le Code général des impôts, lui aussi, il sera amené à être modifié et vous trouvez dans les kiosques un livret Code général des impôts mis à jour 2021. Donc là, aujourd'hui,
je vous annonce tout de suite que le support avec lequel on va travailler en premier lieu, c'est le Code général des impôts avec les modifications de 2020. Donc, là, bien sûr, Maradi, je vous comme parce que bon, ceux qui veulent avoir un support papier, là, il est disponible dans les kiosques. Sinon, vous pouvez charger le Code général des impôts à partir du site de la Direction générale des impôts, les lois tax.gov. Je vais partager avec vous plus tard le lien. Bien évidemment, ce Code général des impôts, il est accompagné par certaines notes circulaires de la DGI, notamment avec les circulaires les dispositions fiscales qui accompagnent chaque loi de finances. Il y a également des notes circulaires qui sont publiées par la DGI de temps à autre pour détailler la position de l'administration des impôts en relation avec un certain nombre d'impôts. La circulaire 716, la circulaire 717, où l'administration des impôts a détaillé, je dirais, les différents textes du CGI je dirais, d'assiettes, de recouvrement, en matière de, je dirais, de procédure fiscale. Et donc, ces notes circulaires-là sont également importantes et vous devez les télécharger. Donc, à chaque fois qu'on en aura besoin, je vais vous référer à une note circulaire que je vais vous demander de télécharger pour l'exploiter dans les applications qu'on sera amené à effectuer ensemble. Et pour les ouvrages, comme je vous ai dit, j'ai mis avec un point d'exclamation, donc faites attention si vous serez amené à travailler sur des ouvrages de fiscalité, faites attention à une chose, c'est que ces ouvrages de fiscalité sont valables au moment où ils ont été édités. Mais avec les changements que la loi fiscale va subir, vous pouvez, je dirais, ces ouvrages-là vont être obsolètes et donc il va y avoir, je dirais, des calculs, des applications qui ne vont plus être conformes maintenant à la législation actuelle. Maintenant, un ordre en matière d'impôt sur les sociétés. Canada, l'impôt sur les sociétés, le Canada, un seul taux d'imposition, les lois, le taux de 30%. Et bien sûr, on avait des taux pour certaines sociétés ou certains secteurs. Maintenant, Canada, un taux pour les établissements financiers de 37,6%. Canada, un taux pour les sociétés maintenant installées dans la zone franche qui est de 8,25 et 7,50 au-delà de 20 ans d'activité, etc., etc. Donc, récemment, le taux standard de l'IS, qui était appliqué à la plupart des entreprises industrielles et commerciales, le taux de 30%, a été modifié. Un taux d'imposition qui est progressif. Le taux par palier de revenus. Donc, il a une entreprise, un revenu qui dépasse les 2 millions. Elle a la première tranche de revenus de résultats de 300 jusqu'à 300 000, il va payer juste 10%. Pour la tranche entre 301 000 et 1 million, il va payer 20%. Pour la tranche au-delà de 1 million de dirhams, elle va payer 31%. Et donc, ça, c'est une modification que vous n'allez pas trouver dans les ouvrages qui remontent à avant 2016. Donc, un ouvrage qui a été édité en 2014, là en 2015, le taux d'IS, il est de 30%. D'accord? Et donc ça, c'est, je dirais, des éléments à prendre en considération. C'est pour ça l'utilisation des ouvrages de fiscalité doit être, je dirais, faite avec, comme on dit, avec pincette, avec vraiment le plus de rigueur possible, peut-être pour comprendre les principes, pour, je dirais, comprendre la mécanique générale de calcul de certains impôts, pour comprendre la définition de certains concepts. Mais attention, sur les aspects pratiques, voilà, il faut surtout se référer, comme je vous ai dit, au Code général des impôts, version
récente possible. Et aujourd'hui, la version la plus récente, c'est le Code général des impôts de 2020, c'est-à-dire qui a fait l'objet de modifications après la loi des finances de 2020. Quoique même le Code général des impôts, il a fait l'objet d'une deuxième modification en 2020 parce que, exceptionnellement, compte tenu de la conjoncture actuelle, il y a eu une loi de finances rectificative en 2020 qui est sortie mi-2020 et qui a donné lieu à une deuxième modification du Code général des impôts. D'accord? Donc, je vous renvoie extrêmement à cette référence-là liée au Code général des impôts. Donc, par la suite, par rapport au contenu de ce cours-là, donc le contenu de ce module, bien sûr, il va porter sur les éléments suivants. D'abord, dans le cadre d'un chapitre introductif, on va définir un certain nombre de concepts de base. On va comprendre, on va voir qu'est-ce que c'est qu'un impôt, qu'est-ce que c'est que fiscalité, le droit fiscal, quelles sont les différentes catégories d'impôts, quelles sont les différentes classifications des impôts, quelle est la différence entre impôts et taxes. Et puis par la suite, on va attaquer dans les chapitres qui vont suivre, on va attaquer les trois principaux impôts, à savoir la taxe sur la valeur ajoutée, chapitre relatif à l'impôt sur les sociétés et un chapitre relatif à l'impôt sur le revenu. D'accord? Donc, on va le faire dans cet ordre-là. Donc, après le chapitre introductif, on va attaquer d'abord la taxe sur la valeur ajoutée, ensuite l'impôt sur les sociétés, et ensuite un dernier chapitre sur l'impôt sur le revenu. Notez que ce sujet de fiscalité est un sujet important. Donc, bien sûr, il est important. Pourquoi? Parce que pour votre spécialité, pour votre orientation, quel qu'en soit le métier dans lequel vous allez atterrir, vous serez amené à gérer un sujet fiscal. Même les marketeurs, même les commerciaux, vous serez amené à avoir des discussions sur les sujets fiscaux pour voir quelle est la position de l'administration fiscale par rapport à ce type de dépenses publicitaires, par rapport à ce type de communication, par rapport à des aspects liés maintenant à une contribution dans la communication, à une contribution publicitaire, à des commissions versées à des apporteurs d'affaires. D'accord? Maintenant, pour ceux et celles qui veulent aller vers la voie de la finance, contrôle de gestion, audit interne, expertise comptable et commissaire de compte, ça, pour ces disciplines-là, la fiscalité est vraiment une technique que vous devez, ou plutôt un ensemble de techniques que vous devez maîtriser parfaitement. C'est vraiment un préalable pour les différents sujets que vous allez traiter. À chaque fois, vous allez avoir un sujet fiscal sur lequel vous devez vous prononcer, sur lequel vous devez prendre une position. Bien sûr, dans le cadre de ce cours-là, on va essayer de brasser juste les concepts fondamentaux. Il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir dans la fiscalité et mieux encore, pour ceux et celles qui vont, je dirais, aller vers cette voie-là, il faut noter que c'est quelque chose qui est en perpétuel mouvement, en perpétuel changement, comme je vous ai dit, et donc vous êtes amené à mettre à jour vos connaissances, à suivre l'actualité par rapport à ce domaine de la fiscalité au fur et à mesure. Dans le cas de ce cours-là, je vais me focaliser sur ces trois impôts: la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Il y a un certain nombre, je dirais, d'impôts et de taxes qu'on n'aura pas le temps de traiter. Notamment les droits d'enregistrement, la taxe professionnelle, tout ce qui est trait aux droits de timbre, aux taxes des services communaux. Et ça, c'est des choses que vous devez essayer, je dirais,
d'acquérir à travers des lectures, parce qu'une fois vous aurez compris le principe relatif aux différents impôts, et on va illustrer par ces trois principaux impôts, la TVA, l'IS et l'IR, vous pouvez ensuite, à travers vos lectures personnelles, je dirais, maîtriser les autres impôts. Toutefois, votre référence va être essentiellement le Code général des impôts. Ça d'une part. D'autre part, dans le cadre de ce cours-là, on va s'intéresser essentiellement aux aspects relatifs au calcul des impôts, à la déclaration de ces impôts-là. Donc, tout ce qui est procédure fiscale, tout ce qui est aspect lié à la vérification fiscale, tout ce qui est aspect lié au contrôle fiscal, je ne vais pas les traiter avec vous. D'accord? Ça, c'est des choses que vous allez pouvoir découvrir dans la vraie vie. D'accord? Et ça, c'est des choses que, je dirais, ceux et celles qui vont s'y spécialiser vont devoir, je dirais, en approfondir la maîtrise. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Monsieur, si vous pouvez juste désactiver le mode de modifier, parce qu'il y a certaines personnes qui... En fait, monsieur, jusqu'à maintenant, on n'a pas de questions. Mais si vous pouvez désactiver l'option de... Il y a quelqu'un qui met des dessins lors de l'explication. Bon, vous avez la main de désactiver ça, monsieur. Oui, alors, je vous dis une chose, pour mettre un peu d'ordre. Alors, Naya, bon, c'est la première fois que je travaille avec Collaborate. Normalement, sur les autres outils Zoom et tout, je maîtrise mieux. Donc, Naya, là où je pourrais désactiver, mais c'est pas grave. En tout cas, libre il Monsieur, Naam. si Oui, vous voulez, vous pouvez appuyer sur le Zoom. Alors, Zoom, on n'a pas encore investi dans cette plateforme-là sur le plan institutionnel, je le dis, mais je vais voir. En tout cas, de toute façon, il y a des solutions. Plus tard, on va faire des séances interactives et je vais vous faire en parallèle également des capsules sur lesquelles je vais attendre vos réactions. Monsieur, Ok. est-ce que le cours sera encore PDF? Est-ce que le cours? Est-ce que vous avez le Si le support cours, est-ce que disponible ou pas? Alors, comme je vous ai dit, le support de cours, ça va être basé essentiellement sur le Code général des impôts. Donc, dans un premier temps, ce que je vous recommande de faire, c'est d'acheter le Code général des impôts version 2020 ou de le télécharger, d'accord, à partir du site de l'administration des impôts. D'accord, les WA, réduire recherche Google tax.gov.ma, le site de l'administration fiscale, le site de l'administration fiscale, elle a Code général des impôts 2020. Téléchargez-le, ça va constituer vraiment la première référence pour laquelle on va. C'est bon? Alors, Oui, monsieur, c'est bien clair. Parfait. Maintenant, juste, Oui, monsieur. juste à titre, je dirais, à titre introductif, donc on va attaquer la définition d'un certain nombre de concepts, d'accord? Parfait, ok. Alors, donc là, on va commencer d'abord par une définition de la notion d'impôt. Donc, comme c'est précisé, l'impôt est un prélèvement pécuniaire obligatoire opéré par l'État ou les collectivités locales
titre définitif sans contrepartie directe dans l'objectif d'assurer la couverture des dépenses publiques et réaliser d'autres objectifs économiques et sociaux. Donc ça, c'est la définition du concept de l'impôt. Donc, l'impôt constitue déjà un prélèvement pécuniaire obligatoire. Donc, quand on dit prélèvement pécuniaire, ça veut dire que l'impôt, il est payé en numéraire. Il ne peut être payé en nature. D'accord? C'est pas comme l'aumône. Zakat, li, matalan, ربع العشر ديال المحصول. Non. Là, c'est un impôt qui est payé en numéraire, donc en argent. D'accord? Il s'agit bien évidemment d'un prélèvement obligatoire. Pourquoi on parle de prélèvement? Parce que là, il s'agit d'un transfert de fonds qui est effectué par le contribuable ou celui qui le représente ou le redevable, donc un agent économique. Bien sûr, le contribuable, c'est la personne qui est assujettie à l'impôt. Maintenant, pour l'impôt sur les revenus salariaux, le contribuable, ou les salariés. Pour l'impôt sur les sociétés, le contribuable, c'est qui? C'est la société qui paye un impôt sur ses résultats. Donc, le contribuable ou le redevable. Pourquoi on parle de redevable? Parce que des fois, le contribuable ne paye pas directement. Il y a un intermédiaire qui va donc, alors, dans ce cas-là, cet agent économique, contribuable ou redevable, va procéder à un transfert de fonds vers l'État. Donc, bien sûr, quand je dis vers l'État, c'est l'État qui est en charge de la collecte des, je dirais, de cet impôt-là. Ça peut être l'administration des impôts directement, ça peut être les collectivités locales. Donc, les taxes communales. Les taxes communales ou la daraïb al-jamaïya qui تخلص الجماعات. D'accord? Il y a d'autres catégories d'impôts qui sont payés directement à l'administration des impôts. Ils sont payés directement à l'administration centrale des impôts. L'impôt sur les revenus, la TVA ou l'IS. D'accord? Donc, c'est un prélèvement obligatoire. L'obligation, elle provient d'où? L'obligation, elle provient de la légitimité qui est donnée à l'État. Dans le cours de finances publiques, la notion de puissance publique. Donc, cette légitimité, elle provient de la puissance publique, d'accord, qui donne droit à l'État de percevoir, de collecter ces impôts, bien sûr, en tenant compte d'un principe de consentement. On est bien d'accord, on s'est mis d'accord sur le fait que les agents économiques vont payer une contribution sous forme d'impôt à l'État de par, je dirais, cette légitimité et de par cette puissance publique qui est donnée à l'État. Et quand on dit à titre définitif, ça veut dire que une fois le paiement est effectué, c'est irrévocable. Il ne va pas y avoir de rétrocession d'une partie ou de la totalité. Ça y est, c'est un paiement qui est effectué définitivement et sans contrepartie directe. Et ça, c'est un principe que vous avez déjà étudié dans le module des finances publiques. L'impôt qui est collecté par l'État, il est destiné à financer ses dépenses, que ce soit les dépenses d'investissement de l'État ou les dépenses de fonctionnement, paiement des salaires des fonctionnaires, je dirais construction d'infrastructures, ainsi de suite. Et bien évidemment, quand ces impôts sont affectés au financement du budget de l'État, ils sont affectés, je dirais, globalement. C'est le principe de l'unité de caisse que vous avez déjà étudié en finances publiques. Donc, il n'y a pas d'affectation préalable. Ce n'est pas parce que j'ai payé un impôt que je vais dire, voilà, en contrepartie, voilà, j'attends à ce que, par exemple,
à ce que, par exemple, la route soit rétablie devant chez moi ou devant le siège de ma société. Non, il n'y a pas d'affectation ou il n'y a pas de relation directe entre l'impôt qui est payé par le contribuable ou le redevable et le service qui est rendu par l'État, surtout pour ce qui est de l'impôt. Et donc là, tout de suite, je vais faire un point pour faire une distinction entre ce qu'on appelle impôt et ce qu'on appelle taxe, et ce qu'on veut dire par la notion de redevance. Remarquez bien que l'impôt, c'est un prélèvement à titre définitif affecté pour financer le budget de fonctionnement de l'État, sans qu'il y ait de relation directe entre l'impôt payé et le service rendu. En revanche, la taxe, elle est payée par l'usager d'un service public à l'occasion d'une prestation bien déterminée. Par exemple, la taxe des services communaux, elle est payée par exemple par le propriétaire d'un local, d'accord, maison ou usine ou local commercial, en contrepartie des services qui sont assurés par la commune dans laquelle le local est situé. Donc, il y a vraiment une relation directe entre la taxe qui est payée et le service qui est rendu par la collectivité. D'accord? On parle également de redevance. La redevance, dans sa définition, il correspond à quoi? Il correspond à la somme qui est réclamée en contrepartie d'un service rendu. Bien sûr, d'un service public rendu. Qu'il soit consommé ou qu'il ne soit pas consommé. Maintenant, la redevance de l'audiovisuel, que tous les Marocains payent maintenant sur la facture d'eau et de l'électricité. Il a maintenant la facture de la LIDEC, maintenant redevance audiovisuelle. Tout le monde paye cette redevance-là. Sachant qu'il y a des ménages qui ont des téléviseurs, 2, 3 téléviseurs à la maison. Il y a des ménages qui n'ont pas de téléviseur et pourtant ils payent la redevance. Donc, elle est payée en contrepartie, c'est la redevance. Quand on utilise le terme redevance, ça veut dire une somme qui est payée en contrepartie d'un service public rendu, qu'il soit consommé ou pas. À la différence de la taxe, elle est payée en contrepartie d'un service rendu et consommé par le contribuable. Et bien évidemment, que ce soit redevance ou taxe, ça diffère de l'impôt qui, lui, est payé à titre définitif sans relation avec le service public rendu par l'État. Donc ça, c'est des distinctions qu'il faut faire pour, je dirais, bien utiliser la terminologie fiscale. Ensuite, on a défini l'impôt pour dire, voilà, ça permet d'assurer la couverture des dépenses publiques de l'État et puis par la suite assurer d'autres objectifs sociaux et économiques. Donc, ça nous amène à la question relative au rôle de l'impôt. Donc, l'impôt, il assure 3 fonctions ou 3 rôles. Un rôle financier, un rôle économique et un rôle social. Commençons d'abord par le rôle financier. Le rôle financier suppose que les ressources qui sont collectées par l'État, entre autres par les impôts qui sont collectés par l'État, ils sont destinés à couvrir les dépenses publiques, les frais de fonctionnement, le budget des investissements de l'État. Et donc, à l'occasion de la loi de finances, on cherche l'équilibre entre les recettes et les dépenses. Les recettes proviennent d'un certain nombre de ressources de l'État qui sont directement, je dirais, collectées par l'État, comme par exemple les ressources liées au tourisme, au phosphate, etc. Mais essentiellement, les impôts qui sont collectés par l'État et par les collectivités.
Ces ressources-là vont couvrir les dépenses de l'État. Et donc, on est vraiment dans la recherche d'un équilibre financier entre, d'une part, les dépenses qui sont envisagées par l'État et les ressources que l'État compte collecter. Donc ça, c'est un objectif financier. Le deuxième rôle, c'est le rôle économique. Bien sûr, l'impôt, comme je le mentionne ici, c'est un instrument de politique économique. Pourquoi? Parce qu'à travers l'impôt, on va orienter l'investissement dans certains secteurs, dans certaines régions. Par exemple, les zones franches, on va les exonérer de l'impôt. Pourquoi? Pour encourager l'investissement dans ces zones franches et pour, je dirais, créer des pôles économiques. Là, par exemple, dans la région de Tanger, dans la région de Knetra, dans la région de Tétouan, dans les régions du Sud, on va accorder des privilèges sur le plan fiscal pour permettre ou pour inciter et encourager les opérateurs économiques à investir dans des secteurs et ou dans des régions, je dirais, qui sont défavorisées pour, je dirais, en créer des pôles économiques. Et donc là, je dirais, l'impôt, c'est un moyen, je dirais, c'est un instrument de la politique économique dans la mesure où ces incitations fiscales vont permettre d'orienter les investissements, vont permettre d'orienter l'activité économique qui est réalisée par les différents agents, que ce soit locaux ou par les investisseurs étrangers. L'impôt, il assure également un rôle social, dans le sens où il permet de redistribuer les ressources entre les citoyens. On va par exemple imposer les revenus à hauteur de 30%. D'accord? Donc là, c'est un prélèvement sur les revenus ou sur les résultats réalisés par les entreprises. Et en contrepartie, l'État va utiliser ces ressources-là collectées, ces impôts-là collectés pour, je dirais, investir dans des domaines sociaux. Par exemple, pour couvrir les besoins de populations démunies. Par exemple, pour couvrir les besoins liés, par exemple, je dirais, de soins, les besoins liés à la nourriture dans certains cas, l'enseignement. Et donc, tous ces aspects-là, ils ont, je dirais, un objectif purement social qui va permettre de redistribuer. Donc, les agents économiques qui dégagent des revenus, qui dégagent la richesse, vont partager une partie de leur richesse à travers l'impôt qui est payé, que l'État va se charger de redistribuer aux franges de population démunies. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la définition de la notion de fiscalité. À la définition de la notion de fiscalité ou de droit fiscal. Bien sûr, le droit fiscal, c'est la discipline qui s'intéresse aux dispositions juridiques en relation avec les impôts. D'accord? Donc, donc, le droit fiscal, il s'intéresse à tous les aspects relatifs à l'impôt. Quelles sont les personnes qui sont assujetties à tel impôt? Quelle est la base de calcul de cet impôt? Quels sont les taux qui sont appliqués pour dégager le montant de l'impôt? Comment cet impôt va être collecté par l'État? D'accord? Quelles sont les voies de recouvrement en cas, je dirais, de refus de paiement du contribuable? Les procédures fiscales. Donc, tous ces aspects-là, ils sont régis dans cette discipline de droit fiscal qui est une discipline à l'intérieur de, bien sûr, des sciences juridiques. Et les sources fiscales, bien sûr, sont différentes et variées.
comme toute autre discipline. Et la source principale, bien sûr, on a la Constitution, n'en parlons pas, qui consacre, je dirais, un certain nombre d'articles à ces aspects relatifs à, je dirais, à la fiscalité et à la nécessité de contribuer au fonctionnement, au bon fonctionnement de l'État, d'accord? Mais de façon concrète, la source principale de la fiscalité, c'est la loi fiscale. Bien sûr, la loi fiscale, aujourd'hui au Maroc, on parle du Code général des impôts. C'est un document qui unit l'ensemble des, je dirais, des textes qui, avant d'en arriver là, on est passé par plusieurs étapes. Donc, maintenant, avant les réformes, quand il y a des réformes les années 80, et puis par la suite, quand il y a même une réforme début des années 2000, 2004 de mémoire. Et donc, la dernière réforme, bien sûr, comme il y a différents textes qui étaient répartis. Il y a un livre d'IEL, l'assiette et du recouvrement. D'accord? L'assiette, ça veut dire le dans les vies. Recouvrement, comment les l'impôt. Car il y a un livre relatif aux procédures fiscales. D'accord? Quelles sont les procédures fiscales en cas de refus de paiement, en cas de contrôle fiscal, en cas de recours vers différentes instances, la commission locale de recours fiscal, la commission nationale de recours fiscal, le tribunal administratif. Et donc, tous ces textes, tous ces aspects-là étaient dans un livre, le livre des procédures fiscales. Et on avait bien d'autres livres. Donc, tous ces livres-là, aujourd'hui, ils sont regroupés dans un le Code général des impôts, la loi fiscale. D'accord? En plus du Code général des impôts, bien sûr, comme toute loi, on va avoir des décrets, des arrêtés ministériels qui vont expliciter la compréhension de certains textes. Quand la loi qui définit les grandes lignes, ou quand les décrets ou arrêtés ministériels qui permettent de détailler les différentes composantes de ce cadre, je dirais, législatif. Et on a également ce qu'on appelle la doctrine administrative. D'accord? Mais quand on parle de la doctrine administrative, ça fait référence, bien évidemment, à toutes les réflexions, à tous les articles scientifiques, aux ouvrages qui sont rédigés par les personnes qui sont intéressées par le domaine de la fiscalité. Les experts comptables, les commissaires aux comptes, les directeurs financiers, les juristes, d'accord? Mais également les des collaborateurs de l'administration des impôts qui sont chevronnés et qui ont des positions et qui rédigent, je dirais, des articles pour exprimer leur avis de façon neutre sur un certain nombre de sujets de fiscalité. Donc, cette doctrine administrative, elle est constituée par toute la production scientifique qui est produite par ces personnes qui s'intéressent à l'administration, à cette discipline de fiscalité. Et on a également, il y a également, je ne l'ai pas mentionné ici, mais je la cite maintenant, il y a également toutes les circulaires qui sont publiées par l'administration des impôts, par la Direction générale des impôts. Bien sûr, l'administration des impôts, à l'occasion de chaque loi de finances, une fois la loi de finances elle est votée, elle publie une circulaire où elle décrit les dispositions, il détaille la compréhension des dispositions fiscales relatives à cette loi de finances. Donc, il faut s'attendre dans les prochains jours à la publication par la DGI, par la Direction générale des impôts, de la circulaire relative à la loi de finances de 2021. D'accord? C'est la circulaire, ma circulaire relative aux dispositions fiscales de la loi de finances de 2021.
En plus de cela, l'administration des impôts, dans le but de réduire les écarts d'interprétation de certains sujets de fiscalité, elle a procédé à un moment à la description détaillée du contenu de chaque article du DGI. Et ça, elle l'a fait dans des circulaires. J'en garde souvenir de deux principales, les circulaires 716 et 717. Donc, dans ces circulaires-là, on a dit le détail des dispositions qui figurent au niveau du Code général des impôts. Elles sont disponibles sur le site de l'administration des impôts, les lois tax.gov. D'accord, donc, notez bien, circulaire 716, circulaire 717. À un moment, je vais les partager avec vous. Voilà, comme ça, voilà, pour ceux et celles qui n'arriveraient pas à les télécharger, parce que c'est un élément, c'est un élément essentiel pour la maîtrise de certains sujets qu'on va traiter plus tard. Et bien évidemment, il y a en dernier lieu la jurisprudence fiscale. Merci, effectivement, c'est tax.gov par exemple. Il y a également ce qu'on appelle la jurisprudence fiscale. Alors, la jurisprudence fiscale, c'est surtout les jugements qui sont rendus par les tribunaux administratifs à l'occasion de procédures qui opposent l'administration fiscale à des contribuables. Bon, je vais ouvrir une parenthèse, je vais vous dire rapidement la procédure fiscale. Il faut noter que les entreprises, au même titre que les personnes physiques, ils déclarent leur impôt. Maintenant, une entreprise, chaque année, elle calcule de façon spontanée l'IS et il le déclare. Quand il le déclare, il le verse à l'administration des impôts. À un moment, l'administration des impôts, elle peut venir contrôler les déclarations de l'entreprise. Donc, quand vous avez un avis de vérification de votre comptabilité, ou quand vraiment toutes les factures, tous les documents, et les confronte par rapport à la comptabilité d'elle, par rapport à ce que vous avez déclaré dans l'alias fiscal au titre de chaque année. Et par la suite, il vous dit, là, il y a une insuffisance de déclaration. Maintenant, la facture a dit, il n'est pas admise. Même قبولش. علاش؟ لأن هذه la facture هذه سيدي il n'a pas été dépensé. Il ne correspond pas à une dépense pour les besoins de l'entreprise, il correspond à une dépense personnelle. خلصتي الضوء ديال دارك وجيتي tu l'as comptabilisé comme charge dans l'entreprise. C'est pas logique. D'accord? كتخرج لك un certain nombre d'éléments. وكتقول لك l'administration des impôts بعد كتوصل لك pour vous dire, il y a une insuffisance d'impôt qui doit être payée sur tel point. Bien sûr, soit le contribuable, l'entreprise, elle va trouver un arrangement avec l'administration des impôts, d'accord, à l'amiable, soit il va aller vers des voies de recours. La première voie de recours, il y a la commission locale de recours fiscal. La commission locale de recours fiscal à la commission locale de taxation. En tant qu'entreprise et l'administration des impôts, un représentant de l'administration des impôts. Et de la commission, je peux faire un représentant de l'État, d'accord? Faire un représentant les collectivités locales, faire un représentant du patronat des entreprises, d'accord, qui va défendre la cause de l'entreprise. Des fois même qui connaît un représentant du secteur dans lequel opère l'entreprise. Et donc, vraiment, c'est une commission multipartie. Et cette commission-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle procède à l'examen, je dirais, des arguments qui sont présentés par le contribuable d'une part, et par l'administration des impôts d'autre part. Ce n'est pas un tribunal, il y a une commission d'arbitrage. Moi, je vous avais raison, vous n'avez pas raison sur ce point-là. Voilà. Donc, si
cette première phase d'arbitrage n'est pas aboutie, on n'aboutit pas, le contribuable il a le droit d'aller vers une deuxième voie de recours. Il y a la Commission nationale de recours fiscal. La Commission nationale de recours fiscal qui n'a pas. D'accord? Il est composé d'un jury, un président président de chaque qui a plusieurs la commission qui a plusieurs jurys. Chaque jury a un président dialogue, aucun des membres. Qui sont censés être autonomes. Certains représentent les pouvoirs publics, certains représentent les entreprises, le secteur dans lequel opère l'entreprise. Voilà. Et donc, il y a même des comment dirais-je, des juges, d'accord? Et cette commission-là, elle fait le même travail que la première commission, à une échelle plus importante, d'accord? Par la suite, si un arrangement n'est pas trouvé, même dans le cadre de cette commission-là, qu'elle fera une dernière voie de recours pour le contribuable. Ou pour l'administration des impôts. La commission, le contribuable a raison. Donc, l'impôt, ce qu'il déclarait, il le déclarait convenablement. Il n'y a pas de problème de déclaration. Donc, dans la dernière voie, il y a la voie du tribunal administratif. Donc, généralement, c'est le contribuable qui me chie. Le contribuable, il peut, je dirais, ouvrir une procédure au niveau du tribunal administratif qui va l'opposer à l'administration des impôts. Et là, bien sûr, il y a un juge, c'est vraiment un tribunal, d'accord, un tribunal administratif, d'accord, un tribunal administratif qui est le plus. Donc, ce tribunal administratif, bien sûr, il va examiner, le juge du tribunal administratif, il va examiner, je dirais, les requêtes des deux parties, et par la suite, il va prononcer un jugement. Le jugement qui est prononcé par le juge du tribunal administratif, il fait office de loi. Une jurisprudence, à l'âge. Il est maintenant, l'administration des impôts, vous n'avez pas droit de bénéficier maintenant de cette déduction. La charge, le calcul des impôts. D'accord? Où le juge, il a donné raison à l'entreprise. Donc, vous voulez une jurisprudence. Donc, l'administration des impôts, une autre entreprise, la dépense, elle n'est pas justifiée ou là, elle n'est pas acceptée. Comme argument, la jurisprudence fiscale, le jugement des tribunaux administratifs. Le jugement de telle date, il s'est prononcé pour nous donner le droit de déduire cette charge-là. D'accord? Donc, la jurisprudence fiscale, c'est des jugements qui sont prononcés par les juges des tribunaux administratifs dans le cadre de procédures opposant l'administration des impôts à des contribuables. Ça fait partie des sources du droit fiscal et qui sont retenues. Et pas mal de fois, grâce à ces jugements-là, les contribuables, ils obtiennent gain de cause sur certains sujets. Alors, les sources du droit fiscal, il me reste encore à détailler des aspects relatifs fiscal et je dirais à la classification des impôts. On va le faire dans la séance à venir, Inch'Allah. Il y a un autre cours juste après. Donc l'essentiel, c'est qu'on a pu, je dirais, assurer cette première séance, alhamdoulilah, d'accord, avec bien sûr les hauts et les techniques, mais plus on avancera, Inch'Allah, plus on va perfectionner l'approche de sorte à ce que vous puissiez, je dirais, suivre de façon convenable les cours. Et par la suite, bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les soit à, je dirais, à les écrire, soit plus tard à les mentionner, à me les écrire. Je vais créer un groupe Facebook et je vais tenir informer les délégués pour partager également ces capsules-là. Et à partir de là, vous avez la possibilité, je dirais, de saisir vos questions auxquelles je répondrai au fur et à mesure. Donc, je vous souhaite bon appétit. Monsieur, s'il vous plaît.
mon déjeuner. Oui, madame. Monsieur, s'il vous plaît, c'est juste une question, si vous permettez. Alors, je veux juste savoir, est-ce qu'il n'y aura pas un PDF, en fait, du coup? Alors, le PDF, je vais le partager avec vous au fur et à mesure. Donc, d'abord, D'accord. c'est une séance interactive. Donc, je vais partager avec vous des supports d'écoute pour les parties qu'on aura terminées. C'est bon? Et monsieur, D'accord, juste ok, une merci, petite, c'est une gentil. petite proposition, monsieur. Si vous pouvez créer un groupe sur Telegram, car il est mieux professionnel que Facebook.